Bienvenue dans ce tout nouveau format où nous plongeons ensemble dans l'analyse approfondie d'un leader du numérique ou d'une startup du monde de la tech. La vidéo va se décliner en 3 parties. Dans un premier temps, nous enquêterons sur les différentes technologies et outils utilisés en interne par l'entreprise en question, avec quel langage de programmation développent-ils leurs produits, où sont localisés les serveurs, quels outils tiers utilisent-ils, qu'en est-il de la souveraineté technologique. Puis nous étudierons ensuite le business model, comment rentre l'argent, quel est le produit phare de l'entreprise, cette dernière est-elle rentable. Et enfin nous terminerons par le plus croustillant, et c'est un peu la marque de fabrique de cette chaîne YouTube, les côtés sombres de l'entreprise. Ça me fait peur! Controverses, fuite de données, concurrence, polémique, etc. L'objectif de tout cela est de tirer des apprentissages, démystifier les réussites tech, supprimer les tabous sur certains sujets et prendre du recul sur les produits tech que nous utilisons au quotidien. Depuis mon humble parcours d'ingénieur au sein de diverses startups depuis 7 ans et de mon expérience générale dans l'univers de la tech, je vais tenter d'être le plus factuel et le plus pertinent possible. Mais si vous voyez des approximations ou des oublis, je vous invite à me corriger en commentaire. Et sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet, et notre cobaye du jour ne sera autre que le leader de l'e-santé en Europe, et je suis prêt à parier que la majorité d'entre vous l'ont en ce moment même sur leur téléphone, j'ai nommé Doctolib. Infrastructure, technologie et outils. Rentrons directement dans le vif du sujet et intéressons-nous à la stack technique de Doctolib, ainsi qu'aux outils qu'ils utilisent en interne. Ça nous permettra de nous faire une idée des dépendances externes et de la manière dont ils assurent la sécurité et la performance de leur plateforme, essentielle dans le domaine sensible de l'e-santé. Pour ce faire, ils nous ont facilité la tâche en listant directement sur leur site la liste entière de tous leurs sous-traitants. Alors je crois pas que ce soit une obligation légale, donc c'est tout à leur honneur de faire preuve d'autant de transparence. Alors si vous le voulez bien, on finira par tout ce qui est hébergement serveur, parce que c'est clairement le sujet le plus épineux chez Doctolib. Côté support, l'entreprise utilise donc les outils suivants en interne, et je vais également préciser le pays d'origine à chaque fois. TeamViewer Allemagne, Salesforce États-Unis et quelques sociétés françaises pour les enregistrements téléphoniques comme Allomedia et Ubicus. Concernant la souveraineté numérique, on fera un commentaire plus tard après avoir tout listé. Pour ce qui est télécom, ils sollicitent 2 opérateurs français pour l'envoi des rappels de rendez-vous aux patients, Sendinblue et Balthazar, mais concernant les webinaires et téléconsultations, on est sur du 100% américain. Vonage, Braze, On24 et Zoom. Pour les analytics et le consentement, on a 2 boîtes françaises, Didomi et Mojo. Et enfin, côté marketing, ils travaillent avec 2 sociétés européennes pour gérer et créer des enquêtes à destination des utilisateurs, Mailchimp États-Unis pour les campagnes d'emailing, et bien sûr pour générer des leads, autrement dit les campagnes de pub sur les réseaux sociaux, ça part sur du Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Premier commentaire, on s'aperçoit rapidement que la majorité des outils qu'ils utilisent en interne ne sont pas français. Encore une fois, ils baissent leurs pantalons devant les Anglais, quoi. Alors c'est difficile de leur jeter la pierre. Quand tu as mieux et moins cher ailleurs, tu ne vas pas délibérément perdre de l'argent et de l'efficacité. Il s'agit en fait ici d'un problème de fond. En termes d'équipement numérique, la France ne parvient pas à être à la hauteur de la concurrence internationale sur de nombreux produits, résultat d'une politique mitigée sur le sujet et d'un manque de vision à long terme, créant une fuite des talents et une dépendance technologique généralisée vis-à-vis de l'étranger. Ça me rappelle d'ailleurs une statistique provenant du cabinet EY qui affirmait que 73% des startups du numérique en France déclarent être dépendantes aux GAFAM. C'est assez violent. Concernant Doctolib, je noterai quand même une volonté de solliciter des services européens lorsque c'est possible. Mais on repassera pour ce qui est de la souveraineté numérique, surtout avec ce qui suit. Parlons donc maintenant de l'hébergement des données chez Doctolib. Autant vous dire que c'est le sujet qui fait le plus polémique concernant cette entreprise. Et ne vous inquiétez pas, on en rediscutera dans la 3e partie de cette vidéo qui concernera les côtés sombres de Doctolib. Les clés de chiffrement de données sont par contre stockées chez une société française, Atos, et retenez bien ce point car c'est une de leurs lignes de défense. Vous vous doutez que le fait d'héberger les données de santé des Français chez une société américaine ne passe pas très bien. Surtout que pour le coup, il y a des alternatives françaises solides, comme OVH. Alors j'ai pas trouvé la raison exacte de ne pas avoir opté pour un stockage des données 100% souverain, mais je pense que ça aurait été un énorme plus pour leur image et leur com, surtout quand on parle de données de santé, qui sont par essence très sensibles. Sur le centre d'aide, Doctolib justifie néanmoins ce choix sans sourciller. Selon eux, AWS offrirait l'une des solutions les plus abouties et sécurisées à ce jour. Et après, ils balancent des trucs standards partagés par tous les grands fournisseurs de cloud, certifiés par les normes internationales, audités régulièrement, sécurité physique H24 7 jours sur 7, etc. Si je devais me mouiller, je dirais que c'est un choix d'infrastructure qui a été fait assez tôt dans le développement de Doctolib et qui a privilégié l'efficacité sur la souveraineté. Mais ça leur a causé tellement d'emmerdes que je suis pas sûr du calcul. D'ailleurs, c'est clairement quelque chose qu'ils mettent pas en avant. Par exemple, sur leur page officielle concernant la confidentialité, le mot-clé AWS n'est utilisé nulle part. On a plutôt ce court texte qui pratique l'esquive avec une habileté déconcertante. Toutes les données sont hébergées conformément aux exigences du règlement général de la protection des données et au sein de serveurs certifiés hébergeurs de données de santé situés en France et en Allemagne. Il faudra un deuxième clic et une autre page pour retrouver un paragraphe qui parle sans détour d'AWS.
CSS. Passons maintenant à la stack technique. J'entends par là les frameworks et les langages de programmation utilisés chez Doctolib. Pour ça, j'ai pu trouver chez Wheel of Dev un bon descriptif. Le back-end est propulsé par Ruby on Rails et le front-end par React. Jusque-là, rien de très surprenant, ce sont tous les deux des frameworks modernes très utilisés. On retrouve également PostgreSQL pour la gestion des bases de données. Et pour m'assurer de la véracité de ces informations, je me suis également rendu sur la partie carrière du site Doctolib, là où ils postent les offres d'emploi. Et cela a confirmé la stack, par exemple avec ces offres d'emploi. Database Architect, responsable des stratégies pour aider à la modularisation de leur principale base de données PostgreSQL, et Senior Backend Engineer, qui demande une expertise en Java ou Ruby on Rails. J'ai pu également trouver une offre d'emploi pour développeurs mobiles qui nécessite des compétences en React Native. On en déduit donc que leur application est basée sur ce framework. Voilà pour le tour d'horizon sur l'infrastructure, les technologies et les outils utilisés par Doctolib, qui nous permet d'appréhender un peu mieux l'aspect et les choix techniques de la société. Mais il est maintenant temps de s'attaquer au modèle économique. Comment rentre l'argent? Comment rentrent les thunes? Comment rentre la moula? Business model et rentabilité. Dans un premier temps, j'aimerais que vous essayiez de trouver par vous-même sur quoi repose le business model de Doctolib. Déjà, vous avez certainement remarqué qu'en tant que patient, vous n'avez rien à débourser. Je laisse le soin au monteur de mettre un même adéquat le temps de votre réflexion. C'est compliqué, mais c'est compliqué! Évidemment, le modèle économique repose sur les praticiens. D'ailleurs, en faisant un tour sur leur FAQ, c'est à la question « Est-ce que Doctolib utilise mes données à des fins commerciales ?» qu'on peut trouver un élément de réponse concret. Je cite « Nous ne vendons pas les données de nos utilisateurs. Le modèle économique de Doctolib repose principalement sur un abonnement payé par les professionnels et établissements de santé pour l'utilisation de nos services. Cet abonnement est leur produit phare et se nomme Doctolib Pro. Forcément, pour la plupart des utilisateurs comme vous et moi, on n'en a jamais entendu parler. Et c'est normal parce qu'on n'est pas la cible. Ce type de business model est ce qu'on appelle de la subvention croisée indirecte. Et j'espère ne pas dire de bêtises car moi non plus je ne connaissais pas ce terme avant cette vidéo. Il s'agit d'un système où une minorité d'utilisateurs, ici les praticiens de santé, paient pour un service premium, couvrant ainsi les frais liés à la très large majorité des utilisateurs, ici les patients. Et donc, voici comment Doctolib présente son produit. Doctolib Pro est un logiciel de gestion conçu spécialement pour les professionnels de santé. Cette solution complète vous permet de gérer efficacement vos rendez-vous, suivre vos patients, améliorer votre visibilité et optimiser vos tâches administratives, vous faisant ainsi gagner du temps. Donc, en gros, c'est une suite logicielle qui propose agenda, télétransmission, facturation, portail patient, téléconsultation, messagerie, etc. On retrouve ensuite quelques chiffres sur leur site internet. 340 000 personnels de santé utilisent Doctolib Pro. Il y a 80 millions d'utilisateurs côté patient. L'entreprise a été nommée première entreprise à améliorer le quotidien des Français selon un sondage IFOP en 2021. Et on peut également évoquer en décembre 2021 la contribution massive de Doctolib à la campagne de vaccination avec plus de 50 millions de rendez-vous de vaccination pris en France. Alors vous savez quoi? Je vais éviter de commenter ce sujet pour ne pas m'attirer les foudres des quadruples dosés. Moi je dis allons-y quoi. Mais sachez que Doctolib a bien profité de la crise pour prendre sa part du gâteau auprès du gouvernement et apparaissait à l'époque directement sur le site officiel santé.fr. Fermons cette petite parenthèse et passons maintenant aux tarifs de Doctolib Pro qui sont affichés sur leur site. Plusieurs packages sont disponibles et cumulables. Pour les praticiens en cabinet, voici les principaux. Doctolib Patient à 139 € par mois, agenda et communication avec les patients, auquel il faut ajouter 79 € par mois pour avoir Doctolib Téléconsultation. Doctolib Médecin à 135 € par mois, logiciel de gestion de cabinet médical. Pour les centres de santé et les hôpitaux, ce sont principalement des offres personnalisées qui peuvent aller, j'imagine, de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros. A noter que tous les abonnements sont sans engagement, ce qui est un plus, mais qui est devenu la norme pour ce type de produit, à savoir un software as a service. Ils fournissent également un simulateur de rentabilité pour les praticiens, afin que ceux-ci puissent estimer les gains qu'ils feraient en utilisant Doctolib Pro pour leur activité. Et pour le coup, je trouve ce type d'argument très malin. Ça donne l'impression au client que le produit ne va rien lui coûter et au contraire même lui faire gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle en marketing une proposition de valeur centrée sur le retour sur investissement. Bon, c'est bien beau d'avoir un produit irrésistible pour les praticiens de santé, mais il faut maintenant parler rentabilité. Il s'avère qu'aujourd'hui, Doctolib n'est toujours pas rentable après 10 ans d'existence. Selon les prévisions, il déclare viser la rentabilité en début d'année 2025. La croissance aurait été freinée par le Covid, ce qui aurait décalé le prévisionnel de 2 ans. Alors je trouve un peu paradoxal qu'une crise sanitaire endigue la croissance du leader français de l'e-santé, mais j'ai peut-être manqué un truc. Doctolib compte environ 3000 salariés en 2024, donc on peut faire un grossier calcul. Je précise que c'est uniquement pour avoir une échelle de grandeur, ça va être extrêmement brouillon. Imaginons que le salarié moyen coûte 80K par an, tout compris à l'entreprise, ça fait déjà une masse salariale qui coûte 240 millions d'euros par an. Ajoutez à ça les frais d'infrastructure numérique, les frais de fonctionnement, etc. On comprend alors rapidement qu'un chiffre d'affaires estimé entre 200 et 300 millions d'euros pour 2022 n'est pas suffisant pour tout couvrir. Je précise que le chiffre d'affaires de Doctolib n'est pas public et que j'ai trouvé ce montant de chiffre d'affaires sur plusieurs articles en ligne. Ce qui donne d'ailleurs un panier moyen à un peu moins de 1000 euros si on s'en tient à leur chiffre de 340 000 personnels de santé qui utilisent Doctolib Pro. Nul doute que celui-ci est tiré vers l'eau par les grosses structures et il est probable qu'une partie du chiffre d'affaires provienne d'autres
d'autre part que de Doctolib Pro. Donc, Doctolib égale pas rentable. Mais bon, vous le savez certainement, une entreprise tech n'a pas besoin d'être rentable pour survivre. C'est la magie des levées de fonds et de la valorisation. Sinon, vous n'auriez jamais connu des boîtes comme Tesla, Airbnb, Uber, Twitter ou encore Spotify qui ont des parcours financiers tumultueux. Certaines de ces sociétés ne sont d'ailleurs toujours pas rentables à l'heure actuelle. Je vous propose donc pour terminer cette seconde partie, un rapide historique des levées de fonds de Doctolib. Novembre 2014, levée de 4 millions d'euros, notamment auprès des cofondateurs de Price Minister. Janvier 2017, levée de 26 millions d'euros, BPI France entre au capital. Mars 2019, 150 millions d'euros de levée. L'entreprise est valorisée à 1 milliard d'euros, ce qui lui vaut de rejoindre le groupe très sélect des licornes françaises. Et enfin, mars 2022, levée record de 500 millions d'euros. Doctolib devient la licorne française la plus valorisée, avec une capitalisation boursière de 5,8 milliards d'euros. Alors oui, je vous le fais pas dire, Doctolib, ça pèse. Et ne soyez pas étonnés de voir de telles entreprises prospérer alors qu'elles perdent de l'argent. Ça illustre parfaitement un phénomène bien connu dans l'univers des startups où l'accent est mis sur la croissance rapide et l'acquisition de parts de marché, souvent au détriment de la rentabilité à court terme. Avec ses levées de fonds successives et sa valorisation croissante, Doctolib suit une trajectoire similaire à celle d'autres géants de la tech qui ont privilégié l'expansion et l'innovation continue en s'appuyant donc sur des investissements conséquents pour soutenir leur développement. Bien, maintenant que nous avons compris le statut financier et le business model de Doctolib, il est temps de passer à la partie que vous attendez tous, le côté sombre de Doctolib. Le côté sombre. Vous êtes sur la chaîne du frère codeur, et pour ceux qui suivent depuis un moment, vous le savez, ici on aime quand ça pique. D'ailleurs, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Une réussite tech telle que Doctolib ne vient pas sans son lot de polémiques et controverses, et il faut dire que cette entreprise s'en est fait une habitude. Au fil des années, les casseroles se sont enchaînées et de violentes critiques sont apparues. Je vous propose de revoir chronologiquement tout cet enchaînement ensemble. Cela n'a pas pour but premier d'enfoncer Doctolib, mais plutôt de faire prendre conscience au plus grand nombre que ce genre de business ne fleurit pas sans son lot de pots cassés. En particulier dans le domaine de la santé, où l'on se doit d'être exigeant avec nos données personnelles. Octobre 2018, le syndicat des médecins reproche à Doctolib l'affichage de praticiens alors même qu'ils ont quitté la plateforme depuis un moment. Et pire, les utilisateurs sont redirigés vers des confrères qui eux sont encore abonnés, ce qui oriente la patientèle et crée une concurrence déloyale. Doctolib est également accusé d'avoir importé l'ensemble des médecins de France dans ses bases de données sans leur consentement. Les accusations sont niées par Doctolib, mais la société va quand même rapidement modifier son outil de recherche. Début 2020, pendant le confinement, Doctolib introduit un prélèvement supplémentaire de 1% sur chaque téléconsultation pour couvrir les frais du prestataire de paiement en ligne. Cela est mal reçu par les médecins qui voient leur facture mensuelle grimper jusqu'à 200 € dans certains cas. La société a défendu cette mesure en expliquant qu'il s'agissait d'une refacturation des frais bancaires et non d'un bénéfice pour elle-même. Juillet 2020, Doctolib est victime d'une cyberattaque. Les données personnelles concernant 6128 rendez-vous médicaux fuitent, incluant nom, prénom, sexe, âge, téléphone, adresse mail, date de rendez-vous, nom et spécialité du praticien. Ça fait beaucoup là, non? La faille proviendrait de logiciels tiers connectés à Doctolib et non directement de leur solution. La société a rapidement réagi, mettant en place des mesures de sécurité renforcées et informant les utilisateurs affectés, mais l'incident a néanmoins soulevé des questions quant à la capacité de Doctolib à protéger les données sensibles de leurs utilisateurs. Courant 2021, un recours est déposé devant le Conseil d'État par plusieurs syndicats de médecins pour dénoncer l'utilisation des services d'AWS, donc des services américains, par Doctolib pour stocker les données santé des utilisateurs. Ils évoquent le Cloud Act, une loi américaine qui permet aux agences de renseignement des États-Unis d'accéder aux informations présentes sur les serveurs d'entreprises américaines, ce qui n'est pas conforme au RGPD. Le recours est rejeté par le Conseil d'État, je cite, Doctolib a mis en place un dispositif de sécurisation des données hébergées par la société AWS, reposant sur un tiers de confiance situé en France afin d'empêcher la lecture des données par des tiers. Vous vous souvenez, en début de vidéo, je vous avais dit qu'on en reparlerait. Le tiers en question est la société française Atos qui héberge les clés de chiffrement des données de Doctolib. En théorie, AWS serait donc incapable de lire les données de Doctolib. Ce chiffrement a quand même été remis en doute à de maintes reprises, accusant de ne pas être suffisamment sécurisé, notamment en ce qui concerne le chiffrement de bout en bout. 14 juillet 2021, Doctolib reçoit le Big Brother Award décerné aux structures qui portent atteinte à la vie privée, remis par l'association Privacy International. Plusieurs raisons sont évoquées: accès aux données de santé de tous les patients lors de l'inscription des professionnels sans en informer les patients, politique de confidentialité peu claire, utilisation des cookies publicitaires partageant des informations avec des tiers lors de la prise de rendez-vous, ou encore fusion des données de santé plutôt que suppression quand elles ne sont plus nécessaires. 22 août 2022, Doctolib suspend 17 profils de naturopathes, une pratique de soins non conventionnelle qui affirme équilibrer le fonctionnement de l'organisme par des moyens considérés comme naturels, et cela lève le voile sur la présence de pseudo-médecins, voire de charlatans, sur la plateforme. Le 26 octobre, quelques mois plus tard, Doctolib annonce le choix de ne garder sur sa plateforme que des professionnels référencés par les autorités de santé et d'exclure pas moins de 5700 praticiens du bien-être, magnétiseurs, sophrologues, homéopathes, etc. 27 février 2024. Alors ici, c'est plus une anecdote qu'une réelle
critique de Doctolib. Un jeune exhibitionniste écope de 12 mois de prison ferme pour avoir pris des rendez-vous sur Doctolib avec des ostéopathes féminines afin de leur montrer son sexe. Le mec se mettait tout nu pendant les consultations. Bon, je pense que vous commencez à avoir une idée de l'ampleur des casseroles que se traîne Doctolib. Avec ça, ils ont, en plus de Doctolib Pro, de quoi équiper toutes les cuisines des hôpitaux de France. Entre fuite de données, présence de charlatans, souveraineté numérique en carton ou encore pratiques commerciales douteuses, il y en a pour tous les goûts. Et la liste que je viens de vous faire précédemment n'est pas exhaustive. Et évidemment, la société s'est toujours empressée de résoudre les problèmes avec transparence quand elle le pouvait, donc faut avouer, à moitié pardonné. Mais honnêtement, avoir mes données de santé hébergées chez Amazon, en bon français, moi, c'est le truc qui passe pas. J'appelle ça la France, mademoiselle. Ah oui, et une autre critique envers Doctolib existe aussi de manière plus générale. Il faut savoir que Doctolib bénéficie d'un quasi-monopole en France sur la prise de rendez-vous médicaux en ligne, ce qui soulève des questions légitimes sur l'impact de cette position dominante sur la concurrence et l'innovation dans le secteur de la santé numérique. Ça donne aussi une position de force considérable à Doctolib envers les praticiens et les établissements de santé, qui en deviennent dépendants et sont donc limités dans leur capacité à négocier les termes du service. Cela pourrait aussi entraver l'apparition de nouveaux acteurs sur le marché, potentiellement porteurs d'innovation bénéfique pour les patients et le système de santé dans son ensemble. Doctolib se défend sur cette critique du monopole en considérant qu'il faut la comparer aux logiciels médicaux en général, et là il ne représenterait que 25% du marché. Pas sûr de la pirouette. Nous en avons fini avec l'analyse des dessous de Doctolib. Chose extrêmement importante avant de partir. Si le format vous a plu, faites-le moi savoir et partagez autour de vous. Parce que je vais vous le dire très sincèrement, étant donné les statistiques tragiques de la plupart des dernières vidéos, je n'aurai peut-être pas le choix que de faire une pause à durée indéterminée dans quelques temps. Donc ce format est en quelque sorte une dernière tentative, mais j'ai beaucoup aimé le faire et j'ai bon espoir que ça vous plaise. Donc je croise les doigts et je compte sur vous. Concernant le sujet de la vidéo, si vous avez vu des approximations ou des oublis, n'hésitez pas à apporter un complément dans les commentaires. J'espère que vous aurez pu tirer des choses intéressantes via ce format, et normalement, la prochaine fois qu'on vous parlera de Doctolib, un sourire malicieux apparaîtra sur votre visage. Vous pouvez également me suggérer la prochaine boîte tech que je pourrais passer sans pitié au scanner dans l'épisode suivant. Allez, moi je vous dis à la prochaine. Bisous.